Donc je suis très très heureux et très fier de les accueillir, parce qu'évidemment ce sont des amis très proches. C'est un peu mes grands frères et grandes sœurs, même s'ils ne sont pas très rigolos, parce qu'ils mangent que des huîtres, et avec des crépinettes dessus, mais sinon ils ont plutôt du goût pour d'autres choses. Mais c'est quand même un exemple assez étonnant ce qu'ils font, parce que c'est un exemple dans lequel ils sont partis d'une petite maison pour un cheminot qui s'appelait la maison La Tapie, qui était une toute petite maison. À l'époque, c'était moins de 150 000 euros, c'est ça? C'était moins d'1 million de francs, si ma mémoire est bonne. Ben, lançons le diaporama. Et en fait, ils ont fait une petite maison pour expliquer qu'avec cette petite maison, ils pouvaient faire des choses qui étaient plus grandes, plus généreuses et plus belles pour les gens. Et donc, de cette petite maison, en fait, ils ont commencé à faire d'autres choses de plus en plus grandes, sans jamais varier, sans jamais avoir de plan com ou de plan stratégie, sans jamais essayer de faire autre chose que ce qu'ils sont et être authentique, comme on dit chez nous, authentique, et vrai par rapport à leur talent. Et donc, ce qu'ils ont réussi à faire de manière assez incroyable, parce que là, ils n'ont pas mis leurs médailles parce qu'ils ne peuvent pas toutes les porter aujourd'hui, parce qu'il leur faut une espèce de plastron gigantesque avec toutes les médailles. C'est les architectes les plus primés du monde entier. Et Hélène disait qu'ils n'étaient pas dans le star system, mais il n'y a pas plus star qu'eux aujourd'hui. C'est juste les plus grandes stars de l'architecture mondiale aujourd'hui, et on ne peut pas faire plus star qu'eux. Donc ils adorent qu'on leur dise ça, ils sont habillés en noir, c'est les vrais architectes. Ils ont 85 ans, mais ça ne se voit pas parce qu'ils prennent plein de médicaments pour faire jeune. Et donc ils sont assez impressionnants dans leur parcours, dans leur éthique et dans leur intégrité pour le faire. Et donc c'est un exemple pour tous les jeunes architectes qui sont là pour dire que quand on fait des choses avec foi et avec force, eh ben, on y arrive. C'est vachement important. Donc il n'existe personne aujourd'hui avec une telle reconnaissance en architecture à part eux. Et donc j'ai une question à vous. En fait, l'idée qu'on a eue, c'est que je leur pose des questions assez courtes. J'essaie de faire en sorte qu'elles soient intelligentes. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Pour les rendre, eux, intelligents. Ce qui ne sont pas forcément, mais qui vont vous prouver qu'ils le sont quand même beaucoup. Non, vous m'avez dit que vous n'avez pas envie de travailler, qu'il fallait que je travaille. L'idée de Mathieu. Donc je pense que votre architecture parle d'abord des gens et respecte leur façon d'habiter. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette façon des gens et de la façon dont vous avez travaillé par rapport à l'habitat en particulier? Au départ, il faut forcément rencontrer les gens. Il faut discuter avec eux, les écouter beaucoup, et essayer de dépasser leurs simples besoins, essayer de deviner ce à quoi ils rêvent. Il faut passer beaucoup de temps, et ce à quoi ils rêvent, c'est jamais ce à quoi on rêve. Donc la première chose, c'est cette écoute, cette observation patiente, gentille, et puis à partir de ça, d'essayer de dépasser les standards, de dépasser ce qui se fait d'habitude, et d'essayer de leur proposer le plus possible, et d'y travailler. C'est difficile, et ça se fait avec eux. Et ça, effectivement, on l'a appris avec la maison La Tapie. Et ce qui était pour nous un enseignement incroyable, c'est qu'ils sont toujours restés des clients, même si c'est aujourd'hui des amis. Et nous, on est toujours restés des architectes. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais essayé d'être architectes, et nous, on n'a jamais essayé d'être clients. Et par rapport à ça, ils avaient des contraintes très, très claires. Leur maison, c'était 55 000 euros en 1992. Et il n'y avait pas un euro de plus. Ils pensaient avoir une maison de 60-70 mètres carrés, et ils ont eu une maison de 180 mètres carrés. Et les premières discussions, parce qu'effectivement, ils recevaient dans leur boîte aux lettres toutes les publicités pour les maisons les moins chères du monde. Et donc, ils avaient ça en tête. Et puis, avec les discussions, on a commencé à parler de leurs vacances, où ils allaient, au Portugal, au bord de l'Atlantique, avec leur camping-car, et puis qui sortaient les sièges et les tables, et qui mangeaient en face de la mer. Et puis, on leur disait que c'était la plus belle salle à manger qu'ils pouvaient avoir. Et donc, ça a complètement démonté toutes les références qu'ils pouvaient avoir. Et tout, c'est un travail intéressant, excitant, très agréable qu'on a fait avec eux, et puis ça a produit cette maison. C'est vrai qu'on a toujours été intéressés et curieux d'observer en fait la vie quotidienne, d'observer en fait ce que font les gens.
Et finalement, c'est quelque chose qui peut-être n'est pas venu tout de suite, mais de se rendre compte que l'usage fabrique l'espace. Et que d'une certaine façon, quelquefois, un simple usage, sans forcément qu'il soit matérialisé, fabrique aussi un espace. Donc pour nous, ça a toujours été une source en fait d'observation et de réflexion. Et effectivement, peut-être qui a été poussé à son extrême à travers le temps qu'on a pu passer au Niger, où là, effectivement, la façon de construire ou les bâtiments, où ça, c'est pas du tout la même chose, et où effectivement, on pouvait se rendre compte que les gens fabriquaient de l'espace sans matière, sans matériaux. Donc, pour nous, ça a toujours été finalement une évidence que notre travail d'architecte, c'était de fabriquer de l'espace pour l'usage du quotidien, et que c'était, au fond, extrêmement ambitieux, extrêmement riche aussi, et ça n'a jamais cessé de nous intéresser, et de pousser plus loin, en fait, notre curiosité. Donc, quand on travaille sur les projets, on se pose toujours cette question-là de où est-ce que finalement, à quel moment, on doit arrêter la définition de l'espace, ou pour que finalement la place de l'habitant, quel qu'il soit, et c'est pas seulement la question des maisons, c'est aussi une école, c'est un musée, c'est n'importe quoi, c'est tout programme, pour finalement laisser derrière la place de l'usager ou de l'habitant et voir ce qui fait de l'espace. C'est intéressant de regarder dans un musée comment les gens regardent les œuvres, comment ils s'approchent, comment ils s'éloignent, comment ils regardent d'autres gens regarder les œuvres. Donc pour nous, ça a toujours été et ça reste une source incroyable d'intérêt, de curiosité et aussi de plaisir. Je crois qu'il n'y a aucune différence entre cette maison, n'importe quelle maison, n'importe quel logement, n'importe quel appartement, et puis ici, ou n'importe quel lieu. En fait, on habite partout. On habite dans sa chambre, on habite dans sa maison, on habite dans sa rue, on habite dans son quartier, on habite dans sa bibliothèque, dans son université, dans son école, dans la friche de la Belle de Mai. Et on habite tout seul, ou à deux, ou avec son amoureuse, ou à 500 ou 300 dans une salle qui est ici, comme ici, qui est merveilleuse. Cet endroit est magnifique. Moi, je me rappelle, quand on était venu il y a 25 ans, la première chose qui nous avait touchés, c'était le marché, qui est juste derrière. Et revenir 25 ans plus tard, dans cet endroit qui s'est ouvert, qui est plein de vie, qui est plein d'activités, qui est plein de dynamisme, qui crée des liens, qui crée des relations, qui crée des amitiés, et juste à côté de ce marché, mais c'est extrêmement émouvant. Donc habiter, c'est ce qui est partout. On dit toujours, tout se passe depuis l'intérieur, mais en réalité, on est toujours à l'intérieur. On est à l'intérieur de la friche, on est à l'intérieur de la rue, on est à l'intérieur du marché, on est à l'intérieur de Marseille. On est toujours à l'intérieur de quelque chose. Donc l'architecture, c'est d'être à l'intérieur, faire partie et être avec les gens. Voilà. C'est pas mal, je trouve, non ? Du coup, ça pose une question un peu plus factuelle et actuelle qui concerne la ville telle qu'elle a été transformée depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'on a commencé, nous, vous et moi, dans l'architecture publique. Et dans le logement, c'est des bailleurs sociaux qui nous donnaient beaucoup de construction. Aujourd'hui, c'est plutôt de la promotion immobilière qui nous fait travailler. Et donc, l'habitat s'est transformé en logement. Est-ce que vous faites une différence entre habitat et logement ? Et est-ce qu'il y a, par exemple, des distinguos qu'est-ce que ça véhicule, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on peut y remédier pour qu'on parle tous, privé, public, de la même voix ? Peut-être peu importe que ça s'appelle habitat et au logement, c'est qu'est-ce qu'il y a au bout, c'est-à-dire quel est l'espace qui est fabriqué et qui est pensé et qui est donné aux gens pour habiter. Et c'est vrai que pour nous, on a toujours été, depuis toujours, en fait, des grands défenseurs de l'habitat public. Parce qu'on voit bien que dans notre histoire en France, c'est quand même ce qu'on appelle logement social, du logement public qui a produit quand même la plus grande qualité, la plus grande générosité,
les inventions aussi typologiques. Et on voit bien qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, cette ambition en fait, publique sur le logement, elle a un peu disparu et que, au fond, le marché a été un peu mis entre les mains des développeurs et que je dis bien le marché, c'est-à-dire que le logement, l'habitation, ça devrait être tout sauf un marché. Et donc on voit bien que d'une certaine façon, ce marché-là, eh ben, il produit des modèles qui sont de plus en plus petits, il produit quelque chose qui n'est pas une attention en fait à l'espace à habiter, mais qui est plutôt, ben, on le dit aujourd'hui, un produit de marché. Donc pour nous, c'est vrai que c'est pas la même chose, quoi. Donc on essaie de toujours rester dans cette démarche de qu'est-ce qu'au fond on attend d'une habitation. L'habitat, c'est la chose la plus importante de l'architecture. C'est vraiment l'enjeu principal des villes, de l'architecture contemporaine, de la vie des gens. Et donc tout devrait être fait pour que l'habitation, le logement soit le plus agréable possible, le plus généreux possible, parce qu'on voit bien que dans un logement, on fait plus que simplement passer une nuit, et on l'a vu encore plus avec les périodes récentes, que ça doit être un lieu de liberté. Et donc, en tant qu'architecte, on est là aussi pour défendre cette question-là et de concevoir les espaces d'habitation non plus réglés par des questions de mètres carrés minimum, de relations coûts, terrain, etc., même si ce sont des sujets sur lesquels, évidemment, il faut répondre parce que c'est la réalité. Mais ce qui doit porter la conception de l'habitation, c'est comment produire des espaces les plus généreux pour qu'on habite bien, pour qu'on vive bien. Parce que le logement, c'est aussi ce qui produit les relations. Ça produit d'abord des bonnes relations entre les membres de la famille, ça produit des bonnes relations entre ses voisins, ça produit des bonnes relations au-delà, des relations sociales. Donc ça commence par là. Donc on ne peut pas dire que c'est seulement l'espace public qui crée des relations. Non, ça commence avec l'habitation. Et une habitation restreinte, une habitation trop petite dans laquelle on n'a pas envie d'être là, où on est trop serré, eh bien ça produit du stress, ça produit des contraintes et ça produit des conditions de mauvaises relations. Donc on voit bien à quel point il est important que collectivement on retrouve une vision, une ambition pour le logement et une générosité, et que ça doit être porté aussi par le public. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé pour plutôt des organismes de logement social, des bailleurs sociaux. C'est une qualité en France. Il n'y a qu'en France qu'à ce point on a du logement social qui s'est développé et qui a d'une telle qualité. Et je crois que malheureusement, depuis quelque temps, ce patrimoine, il est petit à petit en train d'être dévalué. On donne de moins en moins de moyens pour ça, alors qu'en réalité, c'est une question d'intérêt public. Et je pense qu'en tant qu'architecte, on doit être garant aussi de cette question de l'intérêt public. L'intérêt public, ça veut dire comment il est possible aujourd'hui de proposer des logements qui ne sont pas chers et en même temps qui ont toutes les qualités. Donc s'il n'y a pas de relation directe entre des surfaces de logement et le coût du logement, on peut faire des logements plus grands et moins chers. C'est ce qui avait été fait par exemple pour la maison La Tapie, où on montrait qu'effectivement avec à l'époque 60 000 €, on pouvait faire une maison de 180 mètres carrés aussi bien qu'une maison de 60. C'est ce qu'on avait fait aussi à la Cité Manifeste à Mulhouse. Donc il y a effectivement cette idée que développer les espaces, développer la quantité d'espace, sortir du ratio prix au mètre carré comme une sorte de règle qui fait fonctionner le système, donner des espaces qui permettent aux gens d'être libres. C'est ça qui est important. Il faut arrêter d'avoir des entrées minimum, des séjours minimum, des chambres minimum dans lesquelles on a une dimension minimum qui fait qu'il n'y a qu'une seule position pour le lit, qu'il n'y a qu'une seule position pour l'interrupteur d'électricité, qu'il n'y a qu'une position pour la petite table de nuit, que finalement, quand on rentre dans sa chambre, on est immédiatement coincé et qu'il faut se mettre sur son lit.
arriver à retrouver de la mobilité, faire qu'en sorte les logements en pleine ville, il ait les mêmes qualités qu'une maison à la campagne, c'est-à-dire qu'on puisse continuer à tourner, la traverser, sortir par la chambre, passer par le jardin d'hiver, rentrer par la cuisine ou par le séjour, donner de la liberté. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tout à fait avec un prix réduit. Il faut arriver aujourd'hui, si aujourd'hui on est plus tourné vers les promoteurs privés, il faut arriver à convaincre les promoteurs privés que finalement, on peut faire du logement différent parce qu'ils nous disent toujours, nous, on connaît les futurs habitants. En réalité, ils ne connaissent rien. On les connaît aussi bien qu'eux et beaucoup mieux qu'eux. Et avec cette idée que on peut travailler de façon extrêmement économique, mais en même temps, on peut faire les maisons les plus luxueuses possibles. Et que c'est ça qui est important. On peut le faire dans le neuf, et on peut le faire encore mieux en transformant l'existant. Donc on en vient, on ne va pas applaudir chaque fois qu'il parle, on peut à la fin, bien comme il faut, tout ça. C'est à la fin d'Onval qu'on peut les musiciens, ouais. Et donc on en vient à deux questions. La question sur la transformation plutôt que du neuf. Donc c'est un point important aujourd'hui dans la façon dont on doit considérer notre métier et la ville en particulier. Donc comment est-ce qu'on aborde cette question quand on est architecte aujourd'hui, de la transformation de la ville sur la ville ou du déjà là plutôt que le neuf. L'autre question qui me tarabuste un petit peu, c'est qu'on est dans une ville avec un nouveau paradigme politique. Ça a échappé à personne, et donc qui se voudrait plus écologique, plus juste, en tout cas plus juste, en phase avec son temps, ce qui n'est pas très compliqué par rapport à la mairie d'avant. Excusez-moi pour certains, mais enfin, c'est pas en effet. Et donc par rapport à ça, donc, il y a des empreintes carbone, pour parler à ceux qui sont architectes et qui nous comprennent, mais même ceux qui ne le sont pas, ils vont comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on construit 1 mètre carré de neuf, aujourd'hui, on a une empreinte carbone négative. Et on parle, le béton est tout à fait décrié, et vous êtes, vous, un peu des héros du préfat du béton, du polycarbonate, sans faire de jeu, parce qu'en effet, c'est une façon, à moindre coût, d'offrir plus d'espace. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à répondre à la question, 1, de la transformation de la ville sur la ville, avec votre éthique qui est juste magnifique et sublime, et 2, comment on arrive, ou pas, à changer de matériaux pour continuer cette construction économique et généreuse? En fait, on focalise beaucoup aujourd'hui la question de l'écologie, du durable, sur la question des matériaux, qui évidemment, ça en fait partie. Mais ce qu'on oublie aussi de mettre dans le durable, c'est aussi la qualité de vie, quoi. Parce que on voit bien quand même que quelquefois, les bâtiments qui sont les mieux labellisés ne sont pas forcément les plus intéressants. En termes de qualité de vie, de qualité d'espace. Et alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire un choix entre l'un ou l'autre. C'est pas vrai, mais je pense qu'il faut comprendre que en fait tout ça c'est un ensemble. Faire des bâtiments, c'est un ensemble de paramètres qu'il faut évaluer tous. Y compris ceux qui ne sont pas quantifiables, comme le plaisir d'être quelque part, les relations, enfin tout ça, c'est pas quantifiable, mais ça fait partie de la durabilité. Et après, il y a énormément d'autres questions, les matériaux, donc c'est très important de faire aussi, mais c'est pas une question de dire tel matériau ou tel autre, c'est plutôt l'idée de dire comment est-ce qu'on peut faire avec moins de matériaux. Parce que c'est déjà ça, la première démarche, c'est du bon sens, mais c'est la première démarche de la question d'empreinte carbone et tout ça, c'est d'en utiliser le moins possible. Et puis surtout, on a commencé à parler de ça et j'espère qu'on y reviendra, c'est la question de la transformation. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, quand on fait des nouveaux bâtiments qui sont qui répondent aux standards les plus élevés sur toutes les règles écologiques et heureusement que c'est comme ça. Ce qu'on ne voit pas, c'est que si avant il y avait des bâtiments existants qu'on a démolis, on ne compte pas ce gaspillage qu'il y a eu avant qui ferait chuter radicalement quand même la performance des bâtiments. Donc plus que jamais, il faut se pencher sur cette question-là, du faire avec, de travailler avec ce que l'on a entre les mains,
parce que c'est énorme, et il y a forcément quelque chose à faire avec, et déjà on fera énormément d'économies sur ces questions-là. Donc toutes les questions sont liées en fait, et donc c'est pas simplement à un moment donné de se focaliser sur tel matériau ou tel autre, c'est d'être économe, parcimonieux, pertinent, généreux sur tous les aspects que comprenne le fait de construire ou de faire évoluer la ville. Ouais, et puis je crois qu'il faut... On parle toujours de matériaux. Pourquoi? Parce que les matériaux, c'est ce qu'il y a dans les premières pages d'architecture d'aujourd'hui ou de Archistorm, etc. C'est toutes les entreprises qui vendent des sols, des techniques, des fenêtres, des moquettes, du béton, des procédés, etc. Mais en réalité, en architecture, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'espace, c'est le vide. C'est ce vide que les gens utilisent, qui donne la liberté de bouger, de chanter, de se réunir. C'est ce vide qui est important. Et après, effectivement, pour fabriquer du vide, il faut trouver quel est le minimum de matière qui permet de fabriquer le maximum de vide. Donc, si pour faire un très grand vide, j'utilise 10 fois moins de matière en béton plutôt qu'en bois, il vaut peut-être mieux le faire en béton qu'en bois. Si avec du polycarbonate, je peux être 5 fois moins cher qu'avec des systèmes vitrés coulissants compliqués, peut-être qu'il vaut mieux utiliser le polycarbonate tout en faisant attention à savoir s'il est recyclable ou pas recyclable. Donc finalement, quand même, l'enjeu, c'est d'essayer de fabriquer cet espace dans lequel tout le monde vit, et c'est celui-là qui a de la valeur. Après, effectivement, dans chaque cas, dans chaque contexte, on peut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux utiliser ici de l'acier, du béton ou du bois? Mais ce n'est pas avoir un a priori en disant c'est tout en bois ou tout en verre. Donc c'est important. Et vraiment, comme disait Anne, je pense que c'est un grand changement qui est évidemment qui est pris en compte, mais qui est pas suffisamment présent. Par rapport à l'architecture, tout a changé. Il n'y a plus de tabula rasa. Il n'y a plus de pages blanches. Il n'y a que de l'existant. Tout est déjà construit. La ville, c'est devenu une sorte d'immense substrat qui est parfois utilisé, parfois abandonné, parfois laissé de côté, et auquel il faut réfléchir. Comment il se transforme, comment il évolue. Je me rappelle, quand on était venu il y a 25 ans, on ne voyait pas la place du marché derrière. C'était des toutes petites fenêtres longues et qui étaient plus haut que là où on pouvait voir. Tout d'un coup, c'est devenu une grande fenêtre. Ici, c'est une salle de conférence, sans fenêtre, sans baies vitrées, et pourtant on y est très bien. On est en été, peut-être qu'en hiver, ça sera différent, mais en hiver, on pourra aller ailleurs. Donc, trouver chaque fois les ressources de l'existence, c'est essentiel. Il y a une vingtaine d'années, il y a un certain nombre d'architectes qui ont dit quand on travaille dans l'existence, ça coûte 2 fois plus cher que quand on fait du neuf. Totalement faux. Totalement faux. Parce qu'effectivement, ils voulaient mettre dans ces espaces des programmes qui n'avaient rien à voir avec les lieux dans lesquels ils devaient se trouver. Travailler comme ici, c'est-à-dire effectivement, avec les espaces tels qu'il est, choisir cet espace-là parce qu'il est noir, prendre celui-là parce qu'il peut s'ouvrir, c'est effectivement travailler de façon intelligente avec l'existant. Et travailler avec l'existant, c'est effectivement dépenser moins, construire moins, être plus écologique et au final donner plus de joie, de plaisir et de liberté aux personnes qui sont dedans. Ça me fait penser, donc on va évidemment construire sur ce qui existe déjà. Ça me fait penser donc à la suite de ma pensée. C'est-à-dire qu'on est dans les villes occidentales sont toutes héritées de la charte d'Artenne, c'est-à-dire des villes qui est fonctionnelle ou fonctionnaliste, dans lesquelles tout marche très bien sur des îlots qui sont dessinés pour être les plus rentables possibles. Vous êtes en train de dire aujourd'hui que la ville devrait se transformer pour plus travailler
un tissu qui serait un peu plus informel, on va dire, des choses comme ça. Donc c'est une question d'échelle, d'une certaine manière, une question d'échelle, d'îlot par rapport à la parcelle, ou comment est-ce que l'informel pourrait être aujourd'hui utilisé pour être un vecteur d'avenir des villes? Je pense qu'on ne peut pas vraiment dire que les villes sont informelles. Les villes sont tracées, les villes sont équipées, les villes, c'est simplement que peut-être qu'il faut aujourd'hui se projeter dans une autre démarche qui est de toujours se dire que le modèle précédent ne convient pas et qu'il faut le démolir pour le remplacer par un autre. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut être plus intelligent et faire que peut-être ce qui se faisait dans des temps beaucoup plus anciens, c'est-à-dire de reprendre sur ce qu'on a déjà et de continuer à construire, de rénover, et notamment quand on parle de tout ce bâti qui a 50 ans ou moins de 50 ans, il n'est pas au bout de sa vie, loin de là. Qu'on démolisse des habitats insalubres qui sont menacés de tomber, c'est tout à fait logique. Encore que si peut-être ils avaient été entretenus, ils ne seraient pas arrivés à la situation de démolir. Donc c'est aussi, je pense, de regarder avec intérêt que ce qu'on a déjà et de ne pas penser que c'est pas bien et que tout ce qu'on fera de nouveau pour le remplacer sera forcément mieux. C'est arrogant de toujours penser que ce qui a été fait avant n'était pas bien et qu'on fera forcément mieux. Donc regardons avec les yeux ouverts, et regardons le positif, parce que ce qui se passe, et c'est un problème de changement de regard aussi, c'est que ce qui se passe d'une manière générale, c'est que quand les lieux sont analysés, on commence toujours par les problèmes, par tout ce qui est négatif. Et en général, on s'arrête là. C'est-à-dire qu'on ne regarde jamais, on finit jamais. Et d'ailleurs, on voit bien tous les reportages qu'il peut y avoir dans des lieux. On pose toujours les gens aux questions, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis quand les gens disent ça ne va pas, et après on leur demande jamais, mais qu'est-ce qui va? Alors qu'ils auraient beaucoup de choses à dire sur, si on prend par exemple les quartiers, les grands ensembles, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui c'est satisfaisant sur un tas de plans. Mais si vous prenez la question à l'envers, que vous regardez comment les gens y vivent, que vous leur demandez, mais est-ce que vous aimez votre quartier, ils vous diront beaucoup de choses positives. Et après, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut dénier les choses qui ne marchent pas bien, les problèmes, ce qui n'a jamais été fini, mais il faut commencer par ce positif-là et se dire, soyons délicats avec ce positif et faisons ce qui manque ou ce qui ne va pas pour continuer et prolonger la vie. Bon, tout à l'heure, on parlait d'écologie, déjà prolonger la vie d'un bâtiment, c'est la démarche élémentaire. Parce que beaucoup de bâtiments sont très loin d'être au bout de leur vie. Il faut simplement analyser avec une extrême précision ce qui est bien, ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer, s'il faut changer complètement, ce qu'il faut changer un peu, et surtout avec une attention très particulière que ces lieux sont des lieux habités et qu'on peut faire tout ça sans forcément tout révolutionner. Donc cette question de la table rase, c'est une idée un peu du passé. Aujourd'hui, il faut la reconsidérer. Pour le projet du Grand Parc à Bordeaux, il y a 3 immeubles. Chaque immeuble, c'est 15 étages, 180 mètres de long. 2 comme ça et un plus petit, 10 étages et à peu près 100 mètres de long. 530 familles. Pendant 10 ans, l'ancien directeur de l'habitat social qui s'occupe de ça avait décidé que ces immeubles qui étaient plutôt en mauvais état, qui avaient juste été repeints avec des couleurs jaunes et marron à l'extérieur dans les années 80, finalement il fallait arrêter de les entretenir parce que finalement on allait les démolir. Il y a eu un nouveau directeur avec qui on avait déjà travaillé à Saint-Nazaire qui est venu et qui a pensé que c'était une erreur de démolir ces 3 bâtiments. 530 logements, à peu près 4000 pièces, 4000 chambres. Et
La première chose qu'on a fait avec Philippe Ruot, qui est le photographe avec qui on travaille, c'est d'essayer d'aller faire quelques photos dans les appartements. Il a fait à peu près 200 photos dans les différents appartements, 200 appartements. C'est incroyable. Cet immeuble qui était comme un grand rectangle dans le paysage que personne n'aime, on s'est aperçu qu'il y avait plus de 500 collections. 500 collections de cartes postales, de poupées, d'effigies de Johnny Hallyday, de petits baobabs que le Sénégalais ramenait du Sénégal chaque fois qu'il revenait. Un trésor incroyable, invisible. Invisible derrière un mur en béton avec des petites fenêtres qu'on avait juste repeintes en jaune et marron 15 ans avant. Et puis dans cet espace-là, il y a effectivement 4 ou 5 jeunes qui font un peu le bordel, mais bon, pas plus que ça. Et on s'est dit que le directeur en question s'est posé la question, mais j'ai pas envie de démolir ça. J'ai des gens une grande partie qui continuent à payer des loyers, donc effectivement, il faut le transformer. Il faut le réhabiliter. Mais c'est plus que ça. Il faut vraiment, tout d'un coup, lui donner beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus de générosité. Qu'est-ce que c'est? C'est 500 logements qui sont tous entre des voiles béton perpendiculaires à la façade, tous les 2,50 m ou 3,50 m, que des toutes petites pièces en longueur prises entre des murs en béton avec des petites fenêtres au bout. Finalement, ce qui est bien, c'est que c'est un certain nombre d'espaces qui peuvent être comme des chambres. Ce qui manque finalement, c'est qu'il n'y a aucun espace suffisamment généreux pour être ouvert vers l'extérieur, une sorte de grand séjour. En ramenant des jardins d'hiver qui font 4,50 m de profondeur sur toutes les façades, on a pu créer ces sortes de jardins. Ces logements sont devenus des villas. Les gens sont restés à l'intérieur pendant les travaux parce que personne ne voulait quitter sa chambre, ne serait-ce qu'une nuit. Et très délicatement, les ouvriers, par l'extérieur, ils sont venus. Ils ont amené des modules en béton, les uns sur les autres. Chaque fois qu'il y avait un module en béton qui était posé, comme une sorte d'échafaudage définitif, ils ont ouvert les fenêtres. Ils ont permis de passer de l'intérieur vers l'extérieur. Pour chaque logement, ça prenait maximum 2 jours. Les gens restaient en place et tout d'un coup, 2 jours après, ils ouvraient sur un espace supplémentaire. Chaque logement a gagné 50-60% de surface en plus. Ce système permettait de faire des économies d'énergie parce que c'était une sorte de double façade qui prenait les calories du soleil. On a diminué considérablement les charges et comme il fallait financer ce projet et que la ville ou la région ne finançait pas vraiment, le bailleur social, le directeur, est simplement allé voir un banquier en disant voilà, est-ce que si j'ai des loyers qui vont rester à peu près les mêmes pendant 15-20 ans supplémentaires, est-ce que je peux avoir un crédit? Le banquier lui a dit oui, et voilà, ça s'est fait tout à fait simplement. Donc juste une sorte d'addition. L'histoire, c'est de dire il y a un existant, et la seule chose à faire, c'est ce qu'on avait dit dans ce livre, plus, c'est ajouter. Ce qu'il faut ajouter quand même surtout, c'est que ces immeubles de Bordeaux, en fait, sont extrêmement symptomatiques de la politique nationale de rénovation urbaine depuis 20 ans. Ce livre, plus que dont vous avez parlé en introduction, ça fait à peu près 20 ans qu'on a fait ce livre, au moment où la politique de l'État, à travers l'ANRU, s'est mise en route, donc qui s'est fondée sur la démolition massive de logements, principalement des logements modernes. Ça n'a pas du tout affecté des logements anciens au-delà, enfin des logements sociaux modernes, puisque c'est en fait les logements publics. Et globalement, à ce moment-là, c'est vrai qu'avec un ami de l'école, Frédéric Druot, on a voulu se pencher sur cette question parce qu'on était quand même assez choqués de comprendre que finalement,
cette architecture contemporaine, c'est-à-dire qui est au fond notre architecture à nous, celle qu'on connaît, notre époque, était finalement déclarée tellement mauvaise que la seule solution, c'était de casser. Donc pour nous, c'était quand même un choc quand même de se dire que il y a ces 200 000 logements quand même qui étaient prévus à la démolition. Et donc on a étudié très patiemment des différents cas qui étaient prévus dans le programme de l'ANRU pour comprendre en fait cette dynamique et puis surtout pour comprendre, pour travailler avec précision sur l'alternative de la transformation. Donc ce qu'il faut savoir, et c'est exactement les chiffres qu'on avait à la Cité du Grand Parc, c'est que dans le programme de l'ANRU, il y a deux types de budgets qui sont affectés, c'est-à-dire il y a le budget démolition-reconstruction qui est de l'ordre de 160 000 à 200 000 euros par logement, démolition et reconstruction. Et de notre côté, c'était 15 000 à 20 000 euros pour la rénovation, ce qui ne permet pas de faire grand-chose, c'est-à-dire refaire l'électricité, isoler par l'extérieur et peut-être les portes d'entrée, etc. Et donc, nous, ce qu'on a cherché à travailler, c'était de dire, entre les deux, il y a certainement quelque chose de beaucoup mieux à faire. Et les immeubles comme à Bordeaux, et c'était aussi le résultat de notre étude sur qu'on a appelé Plus, eh bien, on voit qu'avec 50 000 euros, 60 000 euros, on transforme durablement des immeubles qui étaient décrétés horribles et on les transforme dans des immeubles d'habitation qui sont partis pour une nouvelle durée de vie de 50 ans avec, à la clé aussi, les améliorations thermiques, techniques, sécurité feu, le sismique quand il y en a besoin, enfin tout ce qui est... et donc, voilà, c'est... Et donc ça fait 20 ans qu'on travaille sur ces sujets et finalement il n'y a pas grand-chose qui a avancé sur ce point-là. Le programme de l'ANRU, c'est depuis à peu près 15-20 ans, c'est 20 milliards d'euros, sachant qu'il y a un problème de construction de nouveaux logements, mais c'est 20 milliards d'euros qui ont été consacrés à démolir 200 000 logements et à en reconstruire 180 000. C'est-à-dire qu'on a dépensé 20 milliards d'euros pour perdre 20 000 logements. Dans un moment de crise du logement, où on manque de logements. Donc, si on parle d'économie, si on parle d'écologie, sachant qu'effectivement, un logement démoli et reconstruit, il va dépenser environ 80 fois plus de CO2 qu'une réhabilitation, c'est un gaspillage total. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est absolument insupportable. On refuse de participer à toute opération à l'intérieur duquel il y a la moindre démolition. On est absolument opposé à cette violence qui est que quand on construit, quand on démolit la moitié d'une tour ou la moitié d'une barre, ça veut dire que tout d'un coup, il y a des gens qui, à 10 cm près, perdent leurs voisins. C'est une violence qui est intolérable. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit en architecture et encore plus en urbanisme, il faut arrêter définitivement avec cette violence. Il faut de la gentillesse, il faut regarder les cas, les situations avec une extrême précision, délicatement, considérer chaque logement. On est suffisamment nombreux en tant qu'architectes pour avoir cette attention, cette générosité et cette gentillesse. Et tout ça, ça coûte infiniment moins cher, c'est infiniment moins consommateur d'énergie. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et donc, vous parlez du vide comme si le vide, c'était rien du tout, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que le vide, c'est un support de narration. Et donc, vous parlez de la ville comme la ville serait donc probablement plus littéraire qu'un tableau Excel, en tout cas que le côté littéraire et le côté narratif d'une ville est plus important qu'une ville de rapport. Donc on parle d'une ville de récit plutôt que ville de rapport, on est bien d'accord? Si vous me coupez si vous n'êtes pas d'accord, bien entendu. Et le filigrane de cette question, c'est que... comment je pourrais dire ça? Ça m'échappe, mais ça va me revenir. Oui, on parlait en fait de tout ce qui se passe depuis à peu près très longtemps en France, et si on a une mémoire courte, mais en fait depuis 20 ans, c'est qu'en fait tout est géré
dans l'urbanisme, dans l'habitat, mais encore plus dans la politique, encore plus généralement, et encore plus dans à peu près tous les domaines de pensée quels qu'ils sont. En tout cas, il y a une espèce d'interdiction de principe. On n'a pas le droit de faire quoi que ce soit, on n'a pas le droit de faire tendre du linge entre deux murs, on n'a pas le droit de planter un arbre si on a envie dans son jardin parce que c'est un jardin soi-disant résidentiel, on n'a pas le droit. Donc tout est régi par une forme d'interdiction, ce que vous voulez dire d'une certaine manière. Et la question que je pose, c'est est-ce qu'on est dans un moment important où même si la crise est terrible et qu'on doit changer de la façon de faire les choses, il est temps, impérativement temps, de faire confiance plutôt que d'être dans un système de défiance? Oui, je pense que c'est une histoire de liberté. Il faut... Ce qui est important, c'est d'arriver à trouver de la générosité et de la gentillesse. Si cette générosité, cette gentillesse existe, les comportements vont changer. Et puis, ça va peut-être pas changer immédiatement. C'est pas grave. Il faut insister jusqu'à ce que ça change. Au Grand Parc, on avait des grands halls d'entrée, alors qu'avant, c'était des corridors un peu craignos. Et plusieurs fois, les portes d'entrée ont été cassées, brisées, etc. C'est pas grave, il faut les changer. Mais les gens, ils commencent à dire « Mais attendez, on est maintenant dans des immeubles qui ont été transformés. Regardez comment ça a changé par rapport à avant. Il faut faire attention. » C'est des choses qui vont revenir petit à petit. Il faut faire confiance aux gens. Et puis, cette liberté, elle est importante parce qu'effectivement, l'architecture peut jamais être disconnectée de la vie. Elle ne marche, l'architecture, elle ne se voit que si elle est vécue, si elle est habitée, s'il y a des gens dedans, et des gens qui font des choses, qui ont envie de faire des choses, qui peuvent faire des choses, qui ont plus de possibilités parce qu'il y a plus de lumière ou il y a plus de dimensions, qui vont tout d'un coup se dire « je vais faire un jardin dans ma maison avec des plantes tropicales » ou de commencer la sculpture ou d'inviter plein de gens ou de faire un petit concert. Récemment, on est allé à la Cité Manifeste et un des habitants nous a dit « Moi, dans mon logement, je fais des concerts à peu près tous les mois. » Et donc, c'est ça qui est bien, parce que les gens sont extraordinaires. Dans la maison La Tapie, on n'aurait jamais imaginé ce qui allait s'y passer. On a fait une grande serre de 60 mètres carrés et on s'était dit peut-être qu'ils vont y planter des bougainvilliers ou des palmiers. Une sorte de jardin tropical. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à mettre 4 canapés, 3 tables, 4 penderies, et que tout d'un coup, c'est devenu un espace de vie absolument incroyable. C'est une serre qui est juste recouverte par du polycarbonate. Quand il pleut, les enfants y vont parce qu'ils ont l'impression d'être dans un tambour. Et en réalité, quand on pose la question, quel temps vous passez dans la serre ? 90% du temps, il le passe dans cette serre. C'est-à-dire que le lieu qui, par rapport aux réglementations, devrait être considéré comme non habitable, c'est celui qui est le plus habité. C'est ça qui est important, c'est de voir, quand on va à la Cité Manifeste, c'était vraiment un plaisir, parce qu'on voit effectivement des gens qui ont transformé les logements. Et le projet n'est jamais fini, il est toujours en mouvement. La friche, c'est un projet qui n'est jamais fini, qui est toujours en mouvement, qui est comme ça aujourd'hui, qui sera différent demain. Et c'est ça l'architecture. L'architecture, elle n'est pas terminée, elle n'est jamais finie, elle doit être toujours vivante. Il faut arrêter de faire de l'architecture qui ressemble à des tombeaux funéraires et qui passent dans les revues d'architecture. Je pense que ce qui est important, c'est de sentir cette vie. Qu'il y ait des graffitis sur les murs, c'est pas un problème. Qu'il y ait qu'on entende les voitures pendant la conférence, c'est très très bien. Mais c'est ça qui c'est vivant, c'est ça qui est bien. Non, peut-être je voudrais poursuivre un petit peu sur ce sujet de la transformation. Donc, vous l'avez compris, hein, c'est un sujet sur lequel on est presque militant, mais on travaille beaucoup sur ces questions-là. Et en fait, on a essayé aussi à chaque fois même si on part toujours du logement, de l'immeuble, on a essayé quand même tout le temps de se demander comment cette contribution
pouvait faire changer aussi la ville elle-même. C'est-à-dire qu'on voit bien que transformer l'immeuble, c'est le départ, c'est la priorité, mais qu'il faut que ça puisse amener aussi quelque chose qui déborde autour. Comment est-ce qu'on peut finalement retravailler un tissu ou consolider l'espace public ou consolider les rez-de-chaussée à partir de ça. Et donc on a vu aussi que travailler sur la transformation, c'est mettre en place une stratégie de cas par cas. C'est-à-dire que c'est plus regarder la ville en notion de plan masse, en notion de quartier, en notion de ZAC ou à l'intérieur desquels un règlement fabriquerait l'architecture, mais au contraire de travailler parce que quand on a un existant, on travaille à partir de ce qui existe. Donc on rentre dedans et à partir de là, on commence dedans et on sort et on continue. Et donc on s'est aperçu que cette stratégie de cas par cas, elle a mené aussi à se poser la question des extérieurs et de se poser la question parce que très souvent aussi ce qui marche pas bien dans les cités, c'est le fait que les bâtiments sont posés au sol et puis il n'y a rien autour. Et que beaucoup de ces espaces autour ne sont pas intéressants. Soit c'est du parking, alors qu'il y aurait là un potentiel de consolider, d'intensifier, de densifier. Et donc la stratégie du cas par cas, elle amène par extension à se poser la question de la densification, qui est une densification appropriée, qui n'est pas de définir une valeur de densité générale, mais de l'adapter à chaque terrain. Donc comment finalement une barre, elle a un potentiel de construire un peu plus ou pas. Et donc ça s'évalue terrain par terrain. Donc comment, par exemple, s'il y a du terrain, on peut s'adosser à des murs aveugles. Comment est-ce qu'on peut se détacher, construire un autre élément construit qui va produire aussi du logement. Et finalement, ce travail-là qu'on a fait, que ce soit à Bordeaux ou que ce soit à Paris, mais à travers des études sur lesquelles on travaille un peu à temps perdu, on s'aperçoit qu'il y a un potentiel de construction de logements neufs sur des terrains qui aujourd'hui sont là, qui sont viabilisés, mais qui n'ont pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui et sur lesquels on pourrait construire. Encore une fois, pas de manière générale, mais très différenciée. Et que finalement, c'est aussi une façon très durable de refabriquer la ville, parce que ça ne conduit pas à compresser ce qui est déjà là, mais au contraire, par la transformation déjà de ce qui existe et qui donne une meilleure qualité déjà à ce qui est là, on peut aussi envisager d'augmenter en créant du neuf. Donc tout ça, c'est une stratégie, donc celle que nous on appelle du cas par cas, qui est extrêmement porteuse et qui permet, partant des bâtiments, des logements, de refabriquer quelque chose d'urbain. Bon, ça c'est dit. Donc on vous parlait avec beaucoup de foi et d'enthousiasme, c'est bien parce que depuis que je vous connais, ça me rassure parce que je vois que vous avez toujours la même foi et le même enthousiasme, c'est fantastique. Et vous parlez à la fois de logement, d'habitat, de ville et d'équipement. Est-ce que vous faites un distinguo entre équipement et habitat aujourd'hui dans votre pratique ou pas du tout? Non, je pense que c'est pareil, c'est de l'espace qui continue, qui part du plus intime et qui va au plus ouvert. Donc c'est habiter en ville, habiter à Marseille, c'est être chez soi, avoir une belle vue sur la ville, sur la mer, quand c'est possible, ou sur le marché de la Belle de Mai. Et puis sortir de chez soi, se sentir bien dans la rue, et puis venir ici, trouver des choses agréables. C'est habiter partout, ou être sous un arbre à l'ombre parce qu'on est bien. Donc c'est totalement continu. Quand on réfléchit au Palais de Tokyo, à Paris, on se pose la question de comment les gens qui vont venir là vont habiter, se sentir bien. Donc comment ça sera possible d'éviter de faire la queue à l'extérieur sous la pluie? Non, faire rentrer les gens, et puis l'endroit, s'il y a des tickets à prendre, il est vraiment à l'intérieur. Et puis d'essayer de travailler sur ces relations qui sont importantes, c'est-à-dire effectivement l'espace public qui fonctionne avec
quelqu'un qui regarde quelqu'un, qui regarde quelqu'un, qui regarde quelqu'un d'autre, qui regarde une œuvre d'art. C'est-à-dire une sorte de système de relations qui font que l'espace, il doit permettre aux gens, à un moment donné, de se rencontrer, de parler de ce qu'ils ont vu, d'échanger, de devenir amis. Et l'espace, il est continu. Mais il doit partir de l'espace individuel, privé, l'espace dans lequel on se sent peut-être seul, mais une sorte de solitude agréable, positive, dans lequel on peut réfléchir, on peut rêver, on peut regarder les nuages, on peut regarder les oiseaux, le ciel. Et ensuite, se sentir citoyen de la ville, redescendre en bas, partager une table de café avec un ami. C'est tout le temps la même situation qui continue. C'est vraiment se préoccuper de l'espace. L'espace, il peut être... Et toujours se dire, pour l'architecte ou pour l'urbaniste, on est à l'intérieur. Imaginez, habiter, être à la fois habitant, architecte, urbaniste, être à l'intérieur. Arrêter d'être dans un système de production d'objets, de système dans lequel il y a des programmistes, il y a des urbanistes qui définissent des plans masses ou des master plans dans lesquels il y a un certain nombre de parcelles qui sont tracées. Sur chaque parcelle, on organise un concours, une compétition. Il y a une dizaine d'architectes qui répondent. On choisit le plus bel objet. Et puis, on a un objet qui inerte, un monument. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a un vrai problème d'urbanisme. Et précisément comment on fait de l'urbanisme dans la ville existante, par rapport à cette idée de la transformation. Ici, c'est un très bel exemple d'urbanisme, c'est-à-dire un projet d'architecture, une architecture qui crée des relations avec le quartier de la Belle de Mai, qui crée des relations avec toute la ville de Marseille, qui crée des relations à l'intérieur des studios, des ateliers qui sont à l'intérieur, qui crée des relations avec le restaurant ou avec la salle de spectacle. C'est produire des relations. Et ça, c'est important. Comment arriver aujourd'hui à fabriquer de l'architecture de cette façon-là? Éviter d'avoir des architectes dans leur agence qui regardent la revue du Moniteur en regardant quels sont les concours qui vont venir et auxquels je vais répondre. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a une énergie considérable des étudiants, des architectes, des futurs architectes pour s'occuper de façon extrêmement sensible, extrêmement précise, extrêmement délicate de tous les endroits de la ville. Des endroits difficiles, parce qu'effectivement, c'est sur les endroits difficiles qu'il faut peut-être commencer à savoir comment on peut améliorer, transformer, rendre agréable, et tout ça de façon extrêmement précise. La précision, c'est quelque chose d'important. Une précision qui échappe probablement quand on regarde la ville de trop loin, quand une ville, elle se résume à une page A3 dans laquelle, quand on trace une flèche en disant il faut réunir ce quartier et ce quartier, ben la flèche, finalement, à l'échelle, elle fait 100 mètres de large. Donc, c'est arriver à toutes les dimensions de la ville, à trouver cette précision, cette délicatesse me semble absolument essentielle. Et c'est absolument possible. Il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas se faire. Merci. Et donc, une petite dernière question, mais puis après on posera 2-3 questions à ça. J'en ai 3 en fait, comme ça va aller vite. La première, c'est donc, vous le dites d'une certaine manière, il faut sortir de la standardisation de la ville, on est bien d'accord, et de la standardisation pour le cas par cas. C'est bien de sortir de la standardisation de l'architecture. Aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi, parce qu'on est dans une forme d'anonymat architectural. Le contre-truc de ça, c'est-à-dire quand même que la ville haussmannienne, c'est aussi une ville parfaitement anonyme, d'une certaine façon, donc c'est une autre façon. Et donc j'ai 2 questions, et après on posera juste 3 questions dans la salle, pas plus, parce que c'est comme ça. Et c'est tout, et c'est moi qui décide, et c'est comme ça. Et donc la première, c'est, est-ce que vous avez un regret aujourd'hui de votre pratique d'architecte, un projet ou une situation, quelque chose que vous regretterez ou pas? Et ensuite, en corollaire de ça, c'est, est-ce que vous arrivez quelque chose à transmettre de manière absolument évidente à tous ceux qui sont ici architectes ou pas? Des regrets, il y a toujours quelquefois, oui, des regrets d'un concours perdu, d'un projet qu'on a bien aimé faire et qu'on aimait bien, puis finalement qui ne se fera pas. Bon, voilà. Puis après,
tous les architectes savent ça. Après, le lendemain, on passe à autre chose et puis on se dit que le prochain projet sera aussi, lui, très intéressant. Donc, en fait, on a toujours essayé finalement de se dire que tous les projets, il fallait qu'on ait envie de les faire, quoi. Et même si quelquefois certains sont plus durs que d'autres parce qu'il faut un peu plus se batailler, mais il faut toujours finalement trouver les conditions dans lesquelles on se sent bien dans les projets. Puis si vraiment c'est trop dur et qu'on s'y sent pas bien, ben, on n'est pas obligé de continuer non plus, quoi. Donc on a toujours essayé finalement de... Et puis, on a eu la chance de pouvoir y arriver comme ça, quoi. Donc, je pense que on a toujours finalement l'espoir que le prochain projet va être intéressant. Et c'est ça, je pense, finalement, la chance de notre travail. Et c'est un métier qu'on n'a jamais regretté de faire parce qu'il y a une telle... Il y a des challenges, mais il y a une telle diversité en fait dans les sujets sur lesquels on est amené à travailler, une telle diversité des lieux, des gens qu'on rencontre. Donc il n'y a jamais eu d'ennui, il n'y a jamais eu vraiment de lassitude. Et je pense que pour notamment tous les étudiants, d'abord vous avez fait le bon choix de décider de faire ces études parce que c'est intéressant et puis surtout ne jamais penser que les études c'est ça et qu'après c'est plus pareil. Non, après c'est pareil, c'est comme les études, c'est-à-dire qu'on peut trouver le même intérêt, la même envie, travailler en équipe parce que tout seul c'est trop dur. Donc je crois que c'est... c'est pas, c'est de l'enthousiasme qu'il faut communiquer. Après, ça ne veut pas dire que tout est facile tous les jours, mais rien n'est facile pour personne en fait, quel que soit le métier qu'on fait. Un acteur de théâtre, un musicien, un boulanger, c'est jamais facile non plus. Mais à la fin. Ce qui est important, c'est que la difficulté qu'on a pu avoir à mener à bien les projets, elle ne pèse pas sur le projet lui-même. C'est-à-dire qu'au fond, celui qui va habiter ou travailler dans une école ou habiter un logement, il n'a pas à savoir que l'architecte ou les entrepreneurs ont travaillé dur pour arriver à faire leur truc. C'est comme ça. Mais c'est aussi, je pense, une richesse de pouvoir travailler sur des sujets de la géométrie, des sujets techniques, des sujets environnementaux, mais aussi simplement de la poésie, du rêve, de la discussion. Donc c'est d'une variété extrême et encore une fois, il y a des jours où on est de moins bonne humeur, c'est clair, parce qu'il y a des sujets difficiles à régler. Mais quand même, au bout du compte, c'est quand même une vraie chance quand même de faire ce travail, quoi. Donc il faut que les architectes, on est nombreux, qu'on arrive à communiquer cet enthousiasme et qu'on soit considéré aussi, parce que c'est pas toujours le cas, mais je pense que quand on a des bonnes relations avec les gens, il y a cette confiance qui s'établit et je pense que les architectes sont quand même, globalement, il faut voir, malgré tous les défauts qu'on leur prête, eh bien, ils sont là du début à la fin et c'est en général ceux qui durent le plus longtemps jusqu'au bout et qui sont là encore après. Donc il faut faire confiance aux architectes et pour les étudiants, il faut le faire avec enthousiasme et avec curiosité. Et puis surtout, je pense que Jean-Philippe va le dire aussi, mais il faut poursuivre vos rêves et surtout se dire qu'on travaille pour que les rêves des autres puissent aussi trouver un espace. Non, mais pour les étudiants, je dirais que on a passé avec Anne des bons moments à l'école d'architecture, c'était à Bordeaux. C'était agréable, on découvrait des cours qu'on n'avait pas l'habitude, dessiner, peindre, regarder l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture. Et c'est vrai qu'on a fait des projets dans l'école où on était naïfs, hyper généreux, on essayait d'inventer des choses incroyables, comme des gamins, quoi. Et puis je crois qu'on n'a pas changé. Et ce qu'il faut, c'est ne pas changer. Voilà, pas changer, surtout ne pas se dire, tiens, c'est mon diplôme, c'est le dernier projet où je vais pouvoir être libre de faire ce que je veux.
Je pense qu'on peut tout le temps être libre de faire ce qu'on veut, mais être libre de faire ce qu'on veut, c'est s'occuper des gens, c'est comprendre ce que veulent les gens, les habitants, et à partir de là, avec eux, essayer de faire des choses qui sont des rêves. L'architecture, c'est toujours rendre des choses impossibles possibles. Tous les projets qu'on a pu faire, on a le sentiment qu'on en a perdu beaucoup. Bon, c'est vrai moi j'ai beaucoup de regrets, mais parce qu'on les aime tous, et puis quand on perd le concours, on l'a perdu. Des fois ça reste, mais on les a fait tous avec la même envie, la même générosité. Et ce qui est beau, c'est ça, c'est de rendre des choses que tout le monde pense impossibles, possibles. Et pourquoi c'est possible? Parce qu'on travaille, parce qu'on cherche. Parce que finalement, la plupart du temps, tout le monde se trouve devant des solutions. Ah, mais ça ne marche pas. Comment on fait? Ce qu'il faut, c'est s'y pencher, écouter, attendre, regarder, passer du temps, rechercher, travailler. Et il y a toujours une solution. Il n'y a jamais un problème technique qui ne peut pas être résolu. Chaque fois, il y a une solution. Chaque fois. Chaque fois, c'est possible de faire plus grand, de faire mieux, de faire moins cher. C'est ça qui est intéressant. Et en même temps, en faisant comme ça, on prend du plaisir, c'est excitant. On se donne des challenges et il faut résoudre ces challenges. Et puis faire participer la personne pour qui on travaille à ce challenge. Et à la fin, ça fait des belles aventures. Quand on revoit les tapis, on les revoit toujours, 25 ans ou 30 ans après, on se rappelle toujours de ces belles aventures. Bien, il nous reste à remercier Anne et Jean-Philippe et à souhaiter une très bonne soirée. Merci à vous.